Tu avances dans ta vie, tu fais des choix, tu changes de direction. Mais, et si ce n'était pas vraiment toi qui décidais? Et si certaines de tes pensées, de tes envies, de tes blocages, étaient en réalité programmées? Pas par quelqu'un d'autre, non. Par ton propre cerveau. Il est temps de lever le voile sur ces mécanismes invisibles. Ceux qui t'empêchent d'aller là où tu veux vraiment aller. Tu crois penser par toi-même. Tu crois choisir ce que tu veux, quand tu veux, en pleine conscience. Mais la réalité est bien plus subtile, et peut-être un peu dérangeante. Une immense partie de ce que tu crois être toi est en fait automatique. Ton cerveau adore te faire croire que tu es aux commandes. Il construit cette illusion parce que ça te rassure. C'est confortable de se dire qu'on contrôle sa vie. Mais c'est rarement vrai. Imagine, tu marches dans la rue, tu tournes la tête, tu prends une décision, tu as une pensée soudaine. Tu penses que tout cela vient d'un choix conscient. Mais ces gestes, ces pensées, sont souvent dictés par des circuits neuronaux profondément ancrés, des réflexes mentaux nés d'années de conditionnement. Prenons un exemple simple. Ton téléphone vibre. Avant même de réfléchir, ta main bouge. Tu le consultes. Tu ouvres l'appli. Tu scrolles. Pourquoi? Parce qu'un stimulus a déclenché une réponse préprogrammée. Le cerveau fonctionne souvent comme une machine à association. Il voit un signal, il envoie une action, sans te demander ton avis. Et ce n'est pas que pour les gestes. C'est aussi vrai pour tes émotions, tes réactions, tes jugements. Tu ressens de l'agacement face à quelqu'un? Tu penses que tu l'as décidé? Pas vraiment. Ton cerveau a activé une mémoire émotionnelle, une association ancienne. En une fraction de seconde, il a coloré le moment avec un filtre que tu n'as pas choisi consciemment. Et ce mécanisme-là est partout. Les neurosciences l'ont prouvé. Notre cerveau prend des décisions avant même que nous en ayons conscience. Dans une expérience célèbre, des chercheurs ont observé une activité cérébrale plusieurs secondes avant que le sujet ne prenne ce qu'il pensait être une décision spontanée. Autrement dit, ce que tu crois décider ici et maintenant a souvent déjà été lancé bien avant, dans les coulisses de ton esprit. Mais pourquoi ton cerveau agit-il ainsi? Pourquoi créer cette illusion? Parce qu'il doit aller vite. Il a besoin d'économiser de l'énergie. Penser, choisir, analyser à chaque seconde, ce serait épuisant. Alors il optimise. Il crée des raccourcis. Il stocke des habitudes, des jugements, des si ceci, alors cela, pour que tu puisses avancer en mode pilote automatique. Et ce n'est pas un bug. C'est un mécanisme de survie. Mais le problème, c'est que ce pilote automatique, tu ne le remets presque jamais en question. Tu vis avec, tu réagis avec, tu construis ta réalité avec, sans même t'en rendre compte. C'est là que naît le piège. Parce qu'à force d'accumuler des automatismes, tu perds le lien avec ce que tu veux vraiment. Tu crois avancer librement, alors que tu rejoues les mêmes schémas encore et encore. Tu crois te changer, mais en réalité, c'est juste une variante d'un même script intérieur, écrit il y a longtemps. Et plus tu t'identifies à ces schémas, plus l'illusion devient solide. Tu te dis, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Ou juste une couche de réponse automatique, d'habitude, d'anciennes blessures que tu as pris pour toi-même? Le cerveau adore te rassurer. Il t'envoie une histoire cohérente sur qui tu es. Mais cette histoire est un montage. Un récit construit après coup pour justifier ce qui s'est déjà enclenché en silence. Et tu y crois. Tu te racontes que c'est toi, que tu es libre, que tout ça est choisi. Mais si tu observes bien, tu verras que les déclencheurs se répètent, que les réactions sont mécaniques et que tout ton fonctionnement repose sur des scripts que tu n'as pas écrits consciemment. Tu penses agir librement? Alors pourquoi est-ce que tu retombes toujours dans les mêmes cercles? Pourquoi certaines décisions te semblent impossibles à prendre, même si tu veux changer? Parce que ce n'est pas ta volonté qui décide. C'est ta programmation invisible. Des peurs passées, des conditionnements profonds, des croyances ancrées bien avant que tu ne sois capable de réfléchir par toi-même. La vraie question, ce n'est donc pas « que veux-tu faire ?» mais « qu'est-ce qui en toi décide à ta place sans que tu le saches ?» Et si tu n'es pas au courant de ce qui t'anime réellement, alors tu es dirigé, pas par un autre, mais par une partie de toi qui agit dans l'ombre. Et c'est là que commence le vrai travail. Celui de ralentir, d'observer,
d'identifier ces automatismes non pas pour les supprimer, mais pour les comprendre. Parce que tant que tu ne vois pas ce qui agit en coulisses, tu ne choisis rien. Tu répètes. Tu ne viens pas au monde comme une page blanche. Tu arrives déjà chargé d'histoire, de peur, de croyances. Certaines sont à toi, mais beaucoup ne le sont pas. Elles t'ont été transmises sans un mot, par le regard de ta mère, par les silences de ton père, par les habitudes de ton entourage. Ton esprit, encore malléable, a tout absorbé. Pendant tes premières années, ton cerveau fonctionne comme une éponge. Il ne juge pas. Il enregistre. Il observe et imite. Et ce que tu vois autour de toi devient ta norme. Tu apprends, sans même t'en rendre compte, ce qu'il faut ressentir, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut cacher. Ce que tu observes, tu l'intègres. Même si c'est toxique. Même si c'est douloureux. Même si ça t'abîme. Si ton environnement a été marqué par la peur, tu développeras un monde intérieur anxieux. Si l'amour était conditionnel, tu apprendras à mériter l'attention, à te conformer. Si tu as perçu que l'échec était dangereux, ton cerveau va tout faire pour l'éviter, même si cela veut dire ne jamais essayer. Ce sont des programmes mentaux, des modèles internes qui pilotent ton rapport au monde. Et ces modèles, une fois installés, deviennent tes vérités silencieuses. Tu ne les questionnes pas parce qu'ils sont là depuis toujours. Ils ne te parlent pas avec des mots, mais avec des ressentis, des impulsions, des blocages. Et ces blocages, tu les ressens dans ta vie adulte. Tu veux avancer, mais une partie de toi freine. Tu veux t'exprimer, mais quelque chose t'en empêche. Tu veux changer, mais tu te sens bloqué, comme ligoté à l'intérieur. Tu vis un conflit entre ce que tu veux consciemment et ce que ton inconscient autorise. Ce sont ces anciens programmes qui s'activent. Et le pire, c'est qu'ils ne viennent pas toujours de toi. Certains viennent de ta lignée familiale. Des traumas non digérés, des secrets enfouis, des répétitions inconscientes. On parle ici de transmission transgénérationnelle. Ce que tes ancêtres n'ont pas pu guérir ou exprimer peut se rejouer à travers toi. Par exemple, si plusieurs générations de ta famille ont vécu l'humiliation ou l'insécurité, ton cerveau aura développé une hypersensibilité à ces émotions. Tu auras tendance à éviter les situations où tu pourrais être jugé, rejeté, exposé. Tu ne sauras même pas pourquoi, mais tu ressentiras cette peur comme réelle, immédiate, même si elle n'a pas de lien direct avec ton vécu personnel. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que ces programmes sont souvent validés par la société. On t'apprend à être raisonnable, modeste, prudent. Mais parfois, derrière ces mots, se cachent des injonctions limitantes héritées. Ne prends pas trop de place. Ne te montre pas trop sûr de toi. Ne réussis pas plus que les autres. Ne dérange pas l'ordre établi. Et tu les portes sans les voir. Tu les portes comme des principes de vie. Tu crois que c'est normal. Mais en vérité, ce sont des freins masqués. Tu vis selon des règles que tu n'as jamais choisies. Et comme elles sont anciennes, elles échappent à ta vigilance. Et tout ce que ton cerveau veut, c'est éviter le rejet. Alors il applique ces règles pour te garder en sécurité. Même si cette sécurité t'étouffe. Même si elle t'éloigne de ta vérité. Ces conditionnements deviennent invisibles à force d'être familiers. Et tu construis toute ta vie dessus. Tes relations, tes choix, ta vision de toi-même. Tu ne construis pas depuis ta liberté, mais depuis ta programmation. Tu vois, ce n'est pas que tu manques de volonté. Ce n'est pas que tu n'as pas de discipline. C'est que tu as des programmes profonds, en conflit avec tes désirs conscients. Et tant que ces deux parts ne sont pas alignées, tu avanceras avec le frein à main. Il ne suffit pas de se dire « je veux changer ». Il faut comprendre qui en toi ne veut pas changer, qui a peur, qui doute, qui s'accroche à l'ancien. Et souvent, cette partie en toi est très jeune, très ancienne, très fidèle à ce qu'elle a appris. Elle ne résiste pas pour t'ennuyer. Elle résiste parce qu'elle croit que c'est vital. Elle te protège. Elle croit bien faire. Mais elle agit à l'envers de ta croissance. Elle veut maintenir le connu, même s'il est inconfortable, parce qu'il est familier. La bonne nouvelle, c'est qu'un programme n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ton essence. Ce n'est pas ton identité. C'est un conditionnement. Et ce qui a été appris peut être désappris. Avec le bon niveau de conscience,
avec de l'observation, avec de la présence. Mais pour cela, il faut plonger. Observer les réactions automatiques sans se juger. Repérer les phrases qui tournent en boucle dans ta tête. Identifier les « je suis comme ça », les « je n'y arriverai jamais », les « ça ne marchera pas ». Ce sont rarement des vérités. Ce sont des scripts. Et tu peux choisir de ne plus les suivre. Pas en les forçant, mais en les reconnaissant, en les exposant à ta conscience. Car ce que tu rends visible, tu peux le transformer. Et ce que tu transformes, tu n'as plus besoin de le répéter. Tu veux évoluer, grandir, sortir de tes schémas. Mais malgré ta volonté, tu te retrouves encore et encore dans les mêmes situations. Pourquoi? Parce que ton cerveau préfère ce qui est familier à ce qui est bon pour toi. Il ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta survie. Et pour lui, ce qui est connu égale ce qui est sûr. Même si ce connu est douloureux. Même si tu souffres dedans. C'est pour cela que tu restes parfois dans des relations toxiques. Ou que tu repousses les opportunités. Ou que tu sabotes les projets qui comptent vraiment. Ce n'est pas un manque de logique. C'est une fidélité à ce que ton système connaît déjà. Ton cerveau n'a pas été conçu pour t'amener vers le confort, mais vers le contrôle. Et il contrôle mieux ce qu'il a déjà vécu. Il peut l'anticiper, le prévoir, s'y adapter. Le neuf, l'inconnu, l'imprévisible, ça l'angoisse. Il préfère 1000 fois l'inconfort familier à l'incertitude du changement. C'est pour cela que tu peux ressentir une peur intense à l'idée de faire un choix pourtant bénéfique. Cette peur ne vient pas de ton cœur. Elle vient de tes circuits neurologiques programmés pour préserver le statu quo. Et le piège, c'est que cette préférence pour la familiarité est subtile. Elle se glisse dans ta routine, dans tes choix anodins, dans tes non-dits. Tu veux parler, mais tu te tais. Tu veux t'exposer, mais tu recules. Tu veux créer, mais tu procrastines. Et à chaque fois, tu te trouves une justification. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. Je vais attendre un signe. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui choisis d'attendre. C'est ton système de sécurité interne qui active ces freins. La familiarité te donne l'illusion de la maîtrise. Elle te fait croire que tu sais où tu vas. Mais en vérité, tu tournes en rond dans un périmètre déjà connu. Tu ne sors pas de ta zone de sécurité mentale. Et plus tu restes dans cette boucle, plus ton cerveau renforce le message. Tu es en sécurité ici. Ne bouge pas. Même si ce ici est fait d'ennui, de frustration ou de stagnation. C'est exactement comme une cage dorée. Tu vois les barreaux. Tu pourrais sortir. Mais quelque chose en toi chuchote. Reste encore un peu. Là au moins, tu sais comment survivre. Et ça, c'est l'un des plus grands freins à ton évolution. Pas le manque de capacité. Pas le manque d'intelligence. Pas le manque de ressources. Mais l'attachement inconscient à ce que tu connais déjà. Parce que le connu, c'est ton repère. Et l'humain préfère souvent la douleur prévisible au bonheur incertain. Cette dynamique se renforce avec le temps. Plus tu répètes un comportement, plus il devient automatique. Ton cerveau adore ça. Il ne dépense plus d'énergie à réfléchir. Il déroule le script. Encore. Et encore. Et encore. Et tu commences à croire que c'est ta personnalité. Que c'est ton caractère. Mais non. C'est un conditionnement. Et ce conditionnement t'éloigne de ton expansion. Parce qu'il te pousse à rester petit. À ne pas déranger. À ne pas tenter. Il te fait croire que l'évolution est dangereuse. Alors qu'en vérité, c'est ta seule issue. La seule manière d'échapper à ces boucles, c'est de traverser l'inconnu. Pas en te forçant brutalement, mais en reconnaissant cette peur de la nouveauté comme un mécanisme de protection, pas comme une vérité. Et surtout, en ne la laissant pas décider pour toi. Changer ne veut pas dire forcer ton cerveau à aimer l'inconnu, mais lui montrer, à travers l'expérience, que l'inconnu peut être sûr, stable, même agréable. À chaque fois que tu sors volontairement de ta zone de familiarité, tu crées un nouveau réseau neuronal. Tu lui montres que tu peux être en sécurité après le pas. Et plus tu le fais, plus tu redéfinis ce que « sécurité » signifie pour ton système. Ce travail n'est pas instantané. Il demande de la présence, de la patience, de la répétition.
Mais il fonctionne. Ton cerveau est plastique. Il peut changer. Ce qui te faisait paniquer hier peut devenir ton quotidien de demain. Et ce changement, il commence souvent dans des petits gestes. Dire ce que tu n'as jamais osé dire. Refuser ce que tu acceptais par peur. T'autoriser à rêver plus grand. Agir sans avoir toutes les garanties. Tu n'as pas besoin de tout chambouler d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, pas à pas, que le nouveau ne veut pas forcément dire danger, mais peut aussi dire ouverture, liberté, progrès. Et plus tu avances, plus ton système apprend. Il comprend que ce qui était perçu comme une menace était en fait une opportunité. Et c'est là que ton évolution devient naturelle. Non plus comme une lutte contre toi-même, mais comme une libération de ce que tu n'es plus obligé de répéter. Tu veux avancer, mais tu t'arrêtes. Tu veux construire, mais tu repousses. Tu veux changer, mais tu répètes. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi est-ce que tu bloques alors que tu veux sincèrement évoluer? L'auto-sabotage n'est pas un manque de motivation. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un système de défense. Ton esprit, dans sa logique de survie, préfère te freiner plutôt que de te laisser affronter un danger, même imaginaire. Et le plus souvent, ce danger perçu n'est pas réel. C'est la peur du rejet, la peur d'échouer, la peur de réussir aussi. Parce que réussir, c'est s'exposer, c'est être vu, c'est sortir du cadre connu. Et tout ce qui sort du connu réveille une alarme intérieure. Alors, inconsciemment, tu fais marche arrière. Tu oublies un rendez-vous important. Tu repousses une échéance. Tu choisis une voie plus raisonnable. Tu écoutes cette petite voix qui dit « ce n'est pas le bon moment ». Et sur le moment, tu ne vois pas ça comme de l'auto-sabotage. Tu crois que tu fais un choix logique. Mais ce n'est pas la logique qui parle. C'est une vieille mémoire. Un vieux mécanisme qui cherche à t'éviter une douleur que tu as déjà connue ou que tu as héritée. Et ce qui rend l'auto-sabotage encore plus puissant, c'est qu'il est souvent invisible. Tu ne le reconnais pas comme un ennemi. Parce qu'il s'exprime avec les mots du bon sens. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas le temps. Je dois d'abord régler ça. Mais en réalité, ces excuses masquent une peur plus profonde, celle de te confronter à ta propre puissance. Oui, ta propre puissance. Car ce que l'autosabotage fuit, ce n'est pas juste l'échec. C'est la responsabilité. La responsabilité de réussir, de briller, d'assumer ton potentiel. Car briller, c'est devenir visible. Et devenir visible, c'est risquer d'être attaqué, critiqué, jugé. Ton inconscient préfère alors saboter avant même que tu ne t'exposes. Tu as peut-être appris, très jeune, qu'il valait mieux ne pas faire de vagues, qu'il était plus sûr de rester dans l'ombre, que chaque tentative d'expression était suivie d'une punition, d'une humiliation ou d'un retrait d'amour. Et aujourd'hui encore, ces leçons agissent en toi. Tu es face à une décision importante et tu tergiverses. Tu as une opportunité et tu l'ignores. Tu as une intuition, mais tu l'étouffes. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce qu'une partie de toi te protège de ce que tu crois dangereux. Et ce mécanisme peut être très subtil. Il peut prendre la forme de perfectionnisme, je ne me lance pas tant que ce n'est pas parfait. Ou de comparaison, il y a mieux que moi, alors à quoi bon? Ou même d'autocritique constante, je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez. Ces pensées ne sont pas anodines. Ce sont des freins en costume de rationalité. Et plus tu écoutes ces freins, plus ils deviennent solides. Ton cerveau renforce ce qu'il répète. Chaque excuse devient un automatisme. Chaque recul devient un réflexe. Et à force, tu commences à douter de toi. Tu crois que tu n'es pas capable. Alors qu'en réalité, tu es juste conditionné à te protéger. Et cette protection, à long terme, devient une prison. L'autosabotage n'a pas pour but de te détruire. Il veut juste t'empêcher de souffrir. Mais il confond la croissance avec le danger. Et tant qu'il est aux commandes, tu resteras figé, même avec les meilleures intentions du monde. Alors comment faire? Comment le désactiver? La première étape, c'est la conscience. Identifier les moments où tu recules. Repérer les excuses qui reviennent en boucle. Observer sans te juger.
Puis vient la compassion. Comprendre que cette partie de toi ne veut pas ton mal. Elle a peur. Elle a appris à avoir peur. Et tu ne peux pas la combattre frontalement. Tu dois l'apprivoiser. Et enfin, il y a l'action consciente. Avancer malgré la peur. Pas contre elle, mais avec elle. Faire un petit pas, puis un autre. Montrer à ton système intérieur que tu n'es plus en danger, que tu peux t'exprimer, te montrer, créer et survivre. À chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de fuir, tu redonnes du pouvoir à ta conscience. Tu reprends la main sur le script. Et ce qui était inconscient devient visible. Et ce qui est visible peut être transformé. Ton téléphone est allumé. Tes notifications s'affichent. Une vidéo, un message, un scroll automatique. Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus là. Le monde moderne t'a offert un accès illimité à la distraction. Et ton cerveau adore ça. Parce que se distraire, c'est éviter l'inconfort. Et éviter l'inconfort, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Mais ce que tu évites, c'est toi. Pas juste l'ennui. Toi. Ton vide intérieur. Tes questions en suspens. Tes émotions que tu n'as pas envie d'écouter. Alors tu remplis. Tu ouvres une appli. Tu lances une série. Tu changes de sujet. Tu t'occupes. Parce que rester seul avec toi-même, c'est devenir conscient de tout ce que tu fuis. Et cette fuite est tellement bien intégrée que tu ne la vois plus. Elle est devenue normale. Acceptée. Encouragée même. La société valorise ceux qui sont occupés. Ceux qui n'arrêtent jamais. Mais derrière cette course, il y a une peur du silence. Une peur de ce qui pourrait remonter si tu t'arrêtais vraiment. Parce que le silence n'est pas vide. Il est rempli de tout ce que tu n'as pas pris le temps de ressentir. De toutes ces émotions refoulées. De tous ces désirs niés. De toutes ces blessures que tu n'as jamais regardées en face. Et le cerveau, encore une fois, veut éviter ça. Il préfère t'offrir une distraction que de te laisser te confronter à toi-même. Mais ce mécanisme a un prix. Il t'éloigne de ta vérité. Il t'empêche de te reconnecter à ta clarté intérieure. Chaque fois que tu choisis la distraction, tu retardes ta rencontre avec toi-même. Et plus tu repousses cette rencontre, plus tu te perds. Tu t'agites. Tu fais mille choses. Tu parais actif. Mais à l'intérieur, tu es coupé. Flou. Éparpillé. Et le pire, c'est que tu peux même te distraire avec des choses positives. Le développement personnel, la spiritualité, la productivité. Tu peux transformer ta quête intérieure en nouvelle fuite déguisée. Lire encore un livre. Regarder une autre vidéo. Suivre un autre programme. Mais tant que tu consommes au lieu d'intégrer, tu restes dans la distraction. Et la distraction ne te nourrit pas. Elle te détourne. Elle t'apaise temporairement, mais elle ne guérit rien. Alors tu recommences. Tu cherches encore. Tu multiplies les contenus, les outils, les solutions. Et tu confonds cette accumulation avec de la transformation. Mais la vraie transformation commence quand tu t'arrêtes. Quand tu acceptes de ne rien faire. Quand tu oses rester seul. En silence. Face à ce qui monte. Sans l'étouffer. Sans l'expliquer. Juste en l'accueillant. C'est dans ce vide apparent que tu retrouves l'essentiel. Ce que tu es vraiment. Ce que tu veux vraiment. Ce que tu ressens vraiment. Et ce retour à toi ne passe pas par l'effort. Il passe par la présence. Par la simplicité. Par la réceptivité. Mais ton système n'a pas l'habitude de ça. Il panique. Il résiste. Il propose d'une énième distraction. Et si je regardais juste cette vidéo? Et si je répondais à ce message? Mais en réalité, chaque clic est un micro-évitement. Un petit refus de plonger là où ça compte. Et tu peux aussi te perdre dans l'action. Faire, produire, courir dans tous les sens pour éviter l'essentiel. Te rencontrer toi-même, nu, sans filtre, sans prétexte. Tu peux organiser toute ta journée sans jamais te connecter vraiment à ce que tu ressens. Et tu peux le faire pendant des années. Mais à un moment, le corps parle. Il fatigue. L'âme murmure. Elle s'éteint. Et tu te réveilles un matin avec ce goût amer. J'étais là, sans vraiment être là. Et c'est précisément là que tu peux faire une différence.
pas en te forçant à tout couper, mais en choisissant, intentionnellement, de revenir à toi, de ralentir, de ressentir, de respirer, même si ce n'est que 5 minutes, même si c'est inconfortable au début, même si tu ne sais pas quoi faire. Car ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. La vraie reconnexion ne se trouve pas dans l'action, mais dans la présence. Et cette présence ne s'achète pas. Elle ne se consomme pas. Elle se cultive. Un instant à la fois. Il est là, toujours. Silencieux parfois, bruyant souvent. L'ego. Pas celui que l'on confond avec l'arrogance, mais celui que tu portes comme une armure invisible. Celui qui protège, mais qui, parfois, t'enferme. L'ego, c'est cette partie de toi qui veut te garder entier, intact, non blessé. Il a été formé à partir de tout ce que tu as vécu, de tes réussites, de tes échecs, de tes humiliations, de tes besoins non comblés. Il a construit une image de toi, une identité. Il te dit qui tu es, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Il crée une histoire, un personnage, et il s'y attache comme si ta survie en dépendait. Ce personnage, tu l'as souvent adopté sans le questionner. Tu es celui qui doit tout contrôler, ou celle qui ne dérange jamais, ou celui qui réussit à tout prix. Et l'ego veille à ce que tu restes dans ce rôle. Pourquoi? Parce que sortir de ce rôle, c'est risquer l'inconnu. C'est prendre le risque d'être vulnérable. Et pour l'ego, la vulnérabilité est une menace. Alors il s'active. Il se défend. Il se justifie. Il résiste à tout ce qui pourrait ébranler son image. Et c'est pour ça qu'il peut devenir un frein à ta croissance. Parce que grandir, c'est évoluer. Et évoluer, c'est lâcher une partie de ce que tu croyais être. C'est remettre en cause tes anciens repères. C'est perdre pour mieux retrouver. Mais pour l'ego, perdre, c'est mourir. Même symboliquement. Il ne veut pas que tu changes. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il a peur. Peur que tu ne sois plus aimé. Peur que tu perdes ta place. Peur que tu deviennes personne. Alors il te pousse à te défendre, à te comparer, à juger les autres, à vouloir avoir raison, à te fermer aux critiques, à fuir ce qui te met face à toi-même. Et pourtant, l'ego n'est pas ton ennemi. Il t'a protégé. Il t'a aidé à survivre. Il a créé des stratégies pour t'éviter de souffrir. Mais ces stratégies, aujourd'hui, t'empêchent parfois de t'ouvrir. L'ego déteste les remises en question. Il préfère que tu te sentes fort même dans l'illusion, plutôt que fragile dans la vérité. Il préfère que tu gardes le contrôle, même si tu es malheureux, plutôt que de lâcher prise et faire confiance. Et c'est là que naît la tension. Parce qu'une partie de toi veut s'ouvrir, évoluer, s'élever. Mais l'ego, lui, veut maintenir ce que tu connais déjà. Il t'encourage à cacher ta sensibilité, à prouver sans cesse ta valeur, à garder un masque, même quand tout en toi a envie de respirer librement. Mais tu ne peux pas grandir sans déposer ce masque. Tu ne peux pas accéder à ta profondeur si tu restes enfermé dans une image figée. Et pourtant, c'est ce que l'on t'a appris. À être quelqu'un, à construire une identité forte, cohérente, admirable. Mais la vie ne te demande pas d'être quelqu'un. Elle te demande d'être vrai, d'être présent, d'être en mouvement. Et ça, l'ego ne sait pas faire. Il fige, il structure, il contrôle. Mais la vérité intérieure, elle, est fluide, changeante, parfois douce, parfois inconfortable, mais toujours vivante. Alors comment faire? Comment ne pas être prisonnier de ton ego? La réponse n'est pas de le détruire, ni de le rejeter, mais de le reconnaître. Reconnaître quand il parle, quand il juge, quand il résiste, quand il cherche à prouver. Et à ce moment précis, choisir de ne pas le suivre. Choisir d'écouter une autre voix, plus calme, plus profonde, plus silencieuse. La voix de ton être. Celle qui n'a rien à prouver, rien à défendre. Celle qui sait que tu es déjà complet. L'ego te dira que c'est dangereux, que tu vas perdre, que tu vas souffrir. Mais en vérité,
c'est lui qui a peur de disparaître. Toi, tu ne fais que te retrouver. Et plus tu observes ton ego sans Y identifié, plus tu deviens libre. Libre d'évoluer. Libre de ressentir. Libre d'être. Sans te battre. Sans te justifier. Tu n'as pas à devenir plus que ce que tu es. Tu as juste à te libérer de ce que tu n'es pas. Et l'ego, c'est tout ce que tu as cru devoir être, pour être aimé. Tu as observé les mécanismes. Tu as vu les blocages, les automatismes, les peurs, les distractions, les schémas invisibles. Tout ce qui, sans que tu le veuilles, te maintient à distance de toi-même. Mais maintenant, une question émerge. Que fait-on de tout ça? Comment ne pas rester piégé dans l'analyse? Comment transformer la conscience en action, sans violence, sans pression? La réponse ne réside pas dans le « faire plus ». Elle réside dans le « revenir à ». Revenir à quoi? À l'intérieur, à l'espace en toi que tu as souvent ignoré. Pas par mépris, mais par peur. L'espace intérieur, ce n'est pas le mental. Ce n'est pas l'émotionnel non plus. C'est ce lieu calme, profond, silencieux, où tu n'as rien à prouver. Un espace d'écoute, de présence, de vérité. Cet espace est toujours là. Mais tu l'as oublié. Ou recouvert. Par le bruit. Par les attentes. Par les rôles. Tu l'as remplacé par des objectifs, des to-do list, des identités sociales. Et pourtant, il est là. Juste derrière le brouhaha. Revenir à lui, c'est ne plus chercher à te réparer. C'est ne plus te battre contre ce que tu es. C'est ne plus te prendre pour ton passé, ni pour tes pensées, ni même pour ton histoire. C'est t'asseoir, en toi. Et écouter. Écouter sans commenter. Écouter sans juger. Écouter sans chercher à transformer. Parce que dans ce silence, il se passe quelque chose. Quelque chose de subtil. Quelque chose d'essentiel. C'est là que commence la réintégration. Réintégrer quoi? Les parts de toi que tu avais exilées. Celles que tu as rejetées. Celles que tu as jugées. Celles que tu pensais devoir cacher pour être aimé. Toutes ces parts ont une voix. Elles veulent juste être reconnues. Pas analysées. Pas réparées. Juste vues. Et quand tu les regardes sans peur, elles se détendent. Elles ne crient plus. Elles ne sabotent plus. Elles s'apaisent. Parce qu'enfin, elles sentent qu'elles ont le droit d'exister. C'est ça, réintégrer. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est redevenir complet. Entier. Unifié. Ce n'est pas effacer les mécanismes. C'est arrêter de les combattre. Et en les observant avec douceur, les transformer. L'espace intérieur, ce n'est pas une idée abstraite. C'est un état d'être. Un point de retour. Une boussole. Et plus tu y reviens, plus tu te sens solide. Ancré. Moins réactif. Moins dispersé. Ce n'est pas un état parfait. Tu continueras à avoir des peurs, des pensées, des résistances. Mais elles ne seront plus à la tête du navire. Elles seront là, oui, mais vues depuis un autre endroit. Depuis un point de conscience plus large, plus doux. Et ce changement, il ne passe pas par des grandes décisions. Il passe par des micro-choix. Respirer avant de répondre. Écouter au lieu de réagir. T'arrêter au lieu de fuir. Dire non quand ton corps dit non. Dire oui quand ton cœur dit oui. C'est un retour au réel. À ton ressenti. À ton intuition. À cette part de toi qui sait, mais que tu as souvent oubliée. Et cette part ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle ne court pas après la réussite. Elle ne cherche pas la validation. Elle attend que tu viennes la retrouver. Pas avec impatience. Avec confiance. Et plus tu reviens à elle, plus elle t'ouvre un chemin. Pas un chemin droit, ni rapide. Mais un chemin vivant. Un chemin qui respecte ton rythme. Tes ombres. Tes élans. Parce que la vraie transformation ne vient pas de la force. Elle vient de l'alignement. Et cet alignement, tu ne le crées pas. Tu le retrouves. Il était déjà là, sous toutes les couches, sous tous les masques, sous tous les mécanismes. C'est ça, l'espace intérieur. C'est ce lieu en toi où tu n'as rien à prouver, rien à fuir, rien à fabriquer. Seulement être. Et c'est depuis ce lieu que tout peut enfin commencer.